Bienvenue sur ce nouveau tuto Python. Alors cette fois-ci, on va essayer d'enrichir nos connaissances sur la manipulation des valeurs entières. Comme d'habitude, je vais travailler principalement avec mon atelier de développement, PyCharm, et je vais commencer par faire quelques manipulations dans l'interpréteur interactif qu'on retrouve ici en cliquant sur Python console. Et donc, on va pouvoir un petit peu jouer. Alors, pour rappel, on avait déjà créé des variables, d'accord, en faisant counter égale 10, eh bien on déclare une variable, elle vaut la valeur 10. Je vous rappelle, on avait vu dans le tuto précédent qu'on pouvait aussi s'amuser à ajouter une information de typage. Donc ici, je dis que counter, a priori, va contenir un entier, et j'y mets, pourquoi pas, la valeur 15 cette fois-ci. Rappelez-vous, l'information de typage, elle est à titre indicatif, mais ici, l'environnement ne fait aucune vérification. Si jamais derrière, vous passez autre chose, eh bien ça marche. Bon, on va oublier ce cas-là, nous on en revient sur le fait d'avoir une valeur entière. Et donc la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que j'ai comme opération, comme possibilités qui me sont offertes pour pouvoir manipuler mes valeurs entières. Donc déjà, premièrement, notez qu'on peut demander l'information de type, ça on l'avait déjà vu. Si je fais un type sur counter, il me confirme bien, c'est un entier. Très bien. Maintenant, sur ces entiers, j'ai des opérateurs. Par exemple, si je prends l'entier 1 plus l'entier 3, vous vous doutez, on fait une addition. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme opérateur? On a le moins, une soustraction. On a le multiplié, qui fait la multiplication. Donc vous voyez, 10 fois 3, 30, jusque-là, tout va bien. Et puis, on a l'addition. Et là, sur l'addition, il va falloir faire une petite pause. Je vais diviser, par exemple, 10 par 5. La question, c'est qu'est-ce que vous vous attendez à avoir comme résultat? Alors, sur le principe, on va avoir 2, je suis bien d'accord. Mais par contre, il va falloir comprendre une chose, c'est que le type de ce qu'on récupère n'est plus un entier. D'accord? Type de 10, oui, c'est un entier. Type de 5, c'est pareil. Par contre, le type de ce que j'ai récupéré dans ma variable R, cette fois-ci, c'est un flottant. Pourquoi? Parce que dans R, en vérité, ce que j'ai récupéré, c'est pas 2, mais plus précisément 2.0. D'accord? Donc la division, même si vous travaillez sur des valeurs entières, calcule une valeur flottante. Et heureusement, parce que quelque part, si je fais 10 divisé par 3, là, j'avais besoin d'avoir la partie décimale pour avoir un petit peu plus de précision. Et donc c'est vrai que peut-être un jour vous aurez envie d'avoir une division entière à proprement parler. Et dans ce cas-là, comment diviser en division entière deux valeurs? Regardez, c'est simple, j'ai aussi l'opérateur diviser. 10 divisé par 3, il y va 3 fois. En entier, il y va 3 fois. Et il me reste 1. Je peux même récupérer le reste de la division entière. Ça se fait via ce qu'on appelle l'opérateur modulo, c'est le pourcent. Regardez, 10 divisé par 3, ça calcule 3, et le reste de cette division entière, eh bien c'est 1. Et donc on est bien d'accord, 1 plus 3 fois 3, ça remonte à 10. Donc on a quelques opérateurs, donc l'addition, la soustraction, la multiplication. Dans ce cas-là, ça renvoie des valeurs entières. Après, vous avez la possibilité de jouer avec des valeurs, avec des opérateurs de division. Par défaut, ça renvoie des flottants. Et si vous demandez une division entière, vous récupérez un entier. On est bien d'accord, si je fais type de 10 divisé par 3, ça m'a bien calculé 3 et non pas 3 points quelque chose. On est sur une valeur entière. Alors, par rapport à tous ces opérateurs, il m'en resterait encore un là que je pourrais présenter par rapport à tout ce qui est calcul, c'est l'opérateur étoile-étoile. Tout comme on a l'opérateur de division qui est doublé pour pouvoir obtenir quelque chose en division entière, on a aussi le étoile-étoile. Par contre là, qu'est-ce que ça fait? Regardez, je vais taper 2 étoile 8, et donc on calcule 256. Donc je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en gros, c'est la puissance. J'ai élevé 2 à la puissance 8. D'accord? Si je fais 10 élevé à la puissance 3, ça me calcule 1000. D'accord? Donc si vous avez des puissances, vous pouvez utiliser aussi cet opérateur. Il fait partie des opérateurs arithmétiques que le langage nous met à disposition au niveau de nos valeurs entières.
Regardez, je reviens sur mon site, donc cours.fr, normalement vous l'avez tous déjà vu par rapport au tuto précédent. Je clique à ce niveau-là et je viens sur les détails du tuto. Bon, effectivement, on est sur le chapitre relatif à la manipulation des valeurs entières, et donc vous retrouverez ici l'ensemble des opérateurs que je viens de vous préciser. Bon, à partir de là, on peut aussi faire des comparaisons avec vos entiers. Alors dans ce cas-là, on ne va pas calculer des valeurs numériques, on va calculer des valeurs booléennes. En gros, soit true, soit false. True, c'est l'état vrai, false, l'état faux. D'accord? Est-ce que 10 est inférieur à 3? Bon, il me dit non, c'est pas vrai du tout. D'accord? 10 est supérieur à 3. Donc du coup, si j'inverse ma comparaison, là, cette fois-ci, ça va me calculer vrai. Oui, effectivement, 10 est bien supérieur à 3. Vous pouvez faire des comparaisons avec des infériorités ou égales. D'accord? Et dans ce cas-là, est-ce que 3... regardez, est inférieur à 3? Il me dit non, parce qu'ils sont égaux. Est-ce que 3 est inférieur ou égal à 3? Là, cette fois-ci, oui, on est dans le cas de l'égalité. D'accord? Dans le même ordre d'idées, vous pouvez utiliser l'opérateur supérieur ou égal. Alors, ce qui se passe des fois, c'est que vous avez tendance, quand on débute, en tout cas, à permuter ces choses-là. Donc, c'est d'abord l'opérateur de comparaison et l'égalité en deuxième. D'accord? Si vous essayez de me faire un 5 égale supérieur 2, ça va pas bien se passer. D'accord? Donc faites bien attention à l'ordre des caractères. Donc c'est d'abord votre opérateur de comparaison, et si on veut aussi accepter l'égalité, il est en dernière partie. Donc ici, je vous ai remis tous les opérateurs de comparaison, et notez que ça devient un petit peu subtil dans le cas où je veux comparer l'égalité stricte. C'est pas très très compliqué, mais souvent on aurait pu imaginer qu'on puisse faire est-ce que 3 est égal à 7? Ça plante une erreur. D'accord? Pour tester l'égalité, c'est égal égal. D'accord? Donc non, 3 ce n'est pas égal à 7. Par contre, est-ce que 7 est égal égal à 7? Cette fois-ci, oui, on a bien deux valeurs identiques. Dans le même ordre d'idées, on a l'opérateur de différence. Alors attention à ce sujet-là. Il se peut qu'un jour, vous trouviez un bout de code Python sur Internet où l'opérateur de différence serait écrit comme ça. Est-ce que 3 est différent de 8, par exemple? Ici, ça génère une erreur de syntaxe. Et du coup, vous allez vous dire, mais alors pourquoi j'ai trouvé ça sur Internet? Tout simplement parce que c'est un résidu d'une vieille version de Python. Regardez, je lance une console et je démarre un Python, mais en version 2. Quelque chose. Et à ces époques-là, c'était des époques un peu reculées de la vie de Python, effectivement, on pouvait faire des comparaisons en termes de différence avec cet opérateur-là. Et à l'époque, ça marchait. Il a été retiré, il n'existe plus, et maintenant, on n'a plus que le point d'exclamation égal. Donc, vous ne trompez pas, et si vous trouvez des choses sur Internet qui datent un peu, au pire des cas, vous adaptez le code pour vous ramener vers le bon opérateur de différence. Et du coup, regardez, on va tester tout ça dans un vrai programme. Là, ça, c'était des codes que j'avais tapés précédemment. J'efface. Et puis, regardez ici, on a un petit exemple de code. Je vais gagner un petit peu de temps, je ne vais pas taper tout ça. Voilà, je copie mon exemple, je reviens ici et je le colle. Alors, qu'est-ce que dit ce programme? Premièrement, on va charger une fonction à partir de la librairie random. Alors, en vérité, il y a un fichier qui s'appelle random.py. Il est livré de base au niveau du langage Python. Ce module, regardez, je l'ouvre, je suis dans random.py. Ici, vous avez tous les codes relatifs à ce random. D'accord? Il expose un certain nombre de fonctions. Alors pas que, il expose aussi ce qu'on appelle des classes, mais comme ça j'en ai pas trop parlé jusqu'à présent, je reviendrai sur ces sujets-là ultérieurement. Pour le moment, on va s'intéresser uniquement aux fonctions. Et grosso modo, vous avez une fonction qui s'appelle randint. Il y en a une autre qui s'appelle random. Regardez, avant de continuer sur le code que je vous présente, je vais juste faire un essai ou deux ici. Si je fais un random, en gros, j'ai une valeur, excusez-moi, j'ai pas chargé random. Voilà. Donc, si je fais un random, si j'utilise la fonction random que j'ai chargée ici, là, ce qui est particulier, c'est que la fonction s'appelle random et elle est stockée dans un module de même nom.
dans un fichier de code du même nom. C'est pas très grave, c'est possible, hein. Et donc ici, j'utilise cette fameuse fonction random. Bon, si je fais entrer, vous allez récupérer une valeur aléatoire qui sera comprise entre 0 et 1. Mais du coup, la valeur, elle est flottante. D'accord ? Vous avez ici une valeur à virgule, hein. Donc on n'a pas réellement un entier, et en plus de ça, vous pouvez essayer autant de fois que vous voulez, on sera systématiquement compris entre 0 et 1. D'accord ? Bon, on pourrait s'amuser à transformer ça en un entier, hein. Il suffirait de reprendre la valeur, de la multiplier par 100 par exemple, et on aurait une valeur qui serait comprise entre 0 et 100, et au pire des cas, il suffirait de récupérer juste la partie entière, et on aurait bien récupéré une valeur entière. Mais là, ça vous fait faire des calculs. Le mieux, c'est d'utiliser dans ce cas-là la fonction randint. D'accord ? Ça vous renvoie directement un entier. Alors là, c'est un petit peu différent. Si vous faites randint sans paramètres, d'accord, ça ne marche pas. Il vous dit que randint, il accepte 2 paramètres. D'accord ? Il veut la valeur minimale et la valeur maximale. D'accord ? Ces valeurs sont inclusives. Dans ce cas précis, hein, c'est entre ces deux valeurs, mais comprises. Donc si je fais, par exemple, ici, un randint entre 1 et 5, c'est le choix que j'ai fait au niveau du code ici, en gros, j'ai 5 possibilités. C'est soit j'ai 1, soit j'ai 2, soit j'ai 3, 4, ou enfin, je peux avoir 5. Par contre, je ne pourrais pas avoir d'autres valeurs. Et ça m'est renvoyé, mais alors vraiment au hasard. D'accord, vous voyez, là j'ai eu pas mal de 1 sur les premiers lancements, mais disons qu'après on voit le random prendre effet et puis il me renvoie tantôt une valeur, tantôt une autre. Donc très bien, j'ai chargé ce module et dans ce module je veux exploiter la fonction randint et le int ici c'était bien en lien avec nos entiers, hein, nos integers, donc ça me renvoie une valeur entière. Une fois que j'ai ma valeur entière, qu'est-ce que fait ce programme ? Bon, je vais demander à saisir quelque chose au clavier. D'accord ? La valeur qui a été choisie aléatoirement, je ne la connais pas. Par contre, je vais demander à l'utilisateur de saisir une valeur au clavier. Je vous rappelle, on en a parlé dans les tutos précédents, le problème de la fonction input, c'est que ça nous renvoie une chaîne de caractères. Regardez bien, j'ai mis la souris sur input, j'attends quelques secondes, la doc apparaît, et à partir de là, j'ai le descriptif. Pour ceux qui auraient une version de PyCharm qui date un peu, il se peut que vous en ayez installé une il y a quelques années, dans ce cas-là, vous n'aurez pas l'affichage de la documentation au survol de la souris. Il y avait à l'époque une autre façon de faire. Si vous faites CTRL-Q, d'accord, vous mettez la souris au niveau de la fonction qui vous intéresse, et en faisant CTRL-Q, ça affiche la documentation. Donc, quelle que soit la version de PyCharm, il y a moyen d'obtenir la documentation, et donc, input renvoie non pas un numérique, mais une chaîne de caractères. Donc si moi je veux une valeur numérique entière, je suis obligé de faire une transformation de ma donnée qui a été saisie en entier. Ça me renvoie une valeur. On est bien d'accord, hein, si ici vous tapez quelque chose qui n'est pas un entier, il ne pourra pas le convertir et ça produira une erreur. Regardez, je lance mon programme, il me demande de saisir un entier, je tape Toto. Bon, ça ne va pas bien se passer, hein. Toto n'est pas convertible en une valeur numérique, c'était évident. Dans le même ordre d'idée, comme j'ai demandé à le transformer en entier, un 3.2, ça ne marche pas non plus, hein. D'accord, donc il faut que je saisisse une valeur entière si je veux que mon programme se comporte correctement. Très bien. À partir de là, maintenant, je fais des comparaisons. Et donc, si jamais j'ai tapé la valeur exacte, regardez ici, je prends ce que j'ai saisi et je le compare avec un égal avec search@value. Si c'est le cas, il me dira que j'ai gagné. Allez, tiens, je vais taper 2. Eh ben non, j'ai pas gagné, il fallait taper 4. Dommage. Donc du coup, ici, j'ai mon else. D'accord, c'est le cas sinon, hein. Si c'est égal, je fais cet affichage-là. Sinon, j'exécute le code qui est ici. Et puis ici, vous voyez, il me donne l'information que je devais retrouver. J'aurais pu changer un petit peu mon code. Regardez, je vais le retoucher. J'aurais pu dire elif value inférieur à search@value. Dans ce cas-là, je vais changer un petit peu mon message. D'accord ? La valeur renseignée, on va dire qu'elle est
un petit peu trop petite. Et trop petite, voilà. Et donc, on a perdu. D'accord. Là, j'ai pas de boucle qui me permet de reprendre, d'accord, sur une saisie. Donc, du coup, je finis quand même par lui dire qu'il fallait trouver cette valeur-là. D'accord. Et comprenez bien que dans mon scénario ici, j'ai pas 36 solutions. Si je suis égal, j'exécute ça. Si c'est pas le cas, je vais tester si je suis inférieur. Donc, je vais afficher le message qui est ici. Et si c'est pas ça, dans ce cas-là, elles ici, j'ai pas besoin de tester supérieur. C'est forcément supérieur. Si c'est pas égal et que c'est pas inférieur, forcément la valeur est supérieure. Donc je vais me permettre ici de changer un petit peu mon message. Et donc la valeur enseignée est trop grande. Allez, je reteste mon programme. Et donc là, vous voyez, j'ai fait plusieurs comparaisons. Soit des comparaisons d'égalité, soit des comparaisons d'infériorité ou autre. Et donc, veuillez saisir un entier, je retape 2. Il me dit que j'ai tapé une valeur trop petite. Moi, il fallait que je trouve 3 cette fois-ci. Voilà. Par contre, si j'ai un peu de chance, si je finis par avoir un peu de chance et que je trouve la valeur, il me faudra peut-être quelques essais, mais si je trouve la valeur à trouver, normalement, il m'affichera un message de succès pour me dire bravo que j'avais trouvé. Voilà. Bon, là, j'ai pas trop de chance pour le moment. Regardez, je vais un peu tricher. C'est un peu de la triche. Je vais tirer une valeur aléatoire, ce sera soit 1, soit 2. Je n'ai pas d'autre solution étant donné ce que je viens de faire comme modification ici. D'accord ? Ça me donne plus de chances de pouvoir obtenir le bon message. Et donc là, j'ai eu un petit peu plus de chance. J'ai trouvé ma valeur du premier coup. Bon, certes, j'ai un peu triché, je vous l'accorde. Bon, dans tous les cas, vous avez des opérateurs de ce type-là qui permettent de comparer vos valeurs numériques. Donc très bien sur ces opérateurs. Parfait, vous avez ici le petit exemple. Si vous ne voulez pas le retaper intégralement, vous pouvez le récupérer sur le site. Voilà. Et puis notez qu'on a d'autres opérateurs qu'on va pouvoir utiliser. Alors, on le sait déjà, on a des opérateurs d'affectation. Regardez, je reviens sur ce qu'on avait pu faire précédemment. J'avais réussi à faire counter égale 10 par exemple. Donc j'avais stocké dans ma variable qui me permettrait d'avoir un compteur la valeur souhaitée. Très bien. À un moment donné, je décide de changer cette valeur. Je fais counter et égale, pourquoi pas, counter moins 1. Bon, ça, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va retirer 1 à la valeur actuelle de la variable et ça va restocker dans ma variable cette nouvelle valeur. Donc logiquement, une fois que j'ai fait ça, si je fais un print de counter, je devrais avoir la valeur 9. Bon, ça, on peut le compacter. En vérité, je vous l'ai déjà fait à quelques reprises sur certains bouts de code que je vous ai montré précédemment. J'avais joué avec deux possibilités. Soit j'avais fait des plus égales, soit j'avais fait des moins égales. Regardez, je refais ici un counter moins égal 1. Là, j'ai ce qu'on appelle un opérateur combiné, c'est-à-dire combiné avec une affectation. Je fais à la fois une soustraction de 1 et je restocke le nouveau résultat à l'intérieur de ma variable. Donc on était à 9 précédemment. Si je refais un print maintenant de ma valeur counter, effectivement, j'ai encore perdu une unité, on est tombé à 8. Je peux décrémenter comme ça de autant de valeurs que je veux. Si je fais un moins égal 2, je retire à la variable actuelle counter par rapport à son état 2, et donc du coup je me retrouve à 6 que je réaffecte à ma variable. Donc maintenant j'ai 6 dans mon compteur. En vérité, ces opérateurs combinés, j'en ai plein. D'accord, je vous en ai mis ici quelques-uns, mais je peux combiner une addition avec une égalité, je peux combiner une soustraction, une multiplication, une élévation au carré, une division normale, une division entière ou un modulo. D'accord ? Toutes les opérations arithmétiques que je vous avais montrées tout à l'heure peuvent être combinées à une affectation. Donc n'hésitez pas à les utiliser si jamais c'est nécessaire. Ça vous permettrait, pourquoi pas, de réduire la quantité de code à taper. Imaginons, vous faites un petit peu des mathématiques. Vous avez une fraction, d'accord ? Le numérateur de cette fraction, c'est 77. Vous avez un dénominateur qui serait égal à 11. Ou allez, à 33, on va faire plutôt comme ça. D'accord ? Bon, la question, c'est est-ce que je peux simplifier 77 sur 33 ? D'accord ? Est-ce que je peux la réduire ? Est-ce que j'ai un diviseur commun ? Bon, là, vous aurez certainement remarqué qu'il y en avait un de diviseur commun. Mais au pire des cas, vous importez
pourquoi pas la librairie maths. Et dans cette librairie maths, il y a une fonction qui s'appelle GCD, Greatest Common Divisor. Regardez, je vais calculer divisor, c'est égal à quoi? Grâce à GCD, j'essaye de trouver mon diviseur commun entre mon numérateur et mon dénominateur. Bon, il me dit bien que 11 est un diviseur commun de mes deux variables. Et bien maintenant, je peux réduire ma fraction. Donc certes, vous pourriez écrire num égale num divisé par 11, par divisor. Ça reviendrait au même, on a bien la valeur 11. Et dans ce cas-là, j'aurais calculé une valeur simplifiée. En tout cas, déjà pour mon numérateur, il faudra faire pareil pour le dénominateur. Mais plutôt que d'écrire tout ça, si je le souhaite, je peux directement faire diviser égal. D'accord? Et donc, j'ai divisé mon numérateur. Alors, le problème, en ayant fait ça, c'est que j'ai fait une division flottante. Donc, je me retrouve avec en vérité 7.0. Mais en tout cas, la division a été faite. Sinon, ce que je peux faire, regardez, je reviens dans l'état d'origine, je remets mon numérateur à 77, je repars aussi donc, avec mon dénominateur à 33. Maintenant, ce que je peux faire, c'est num division entière égale par mon divisor. Je fais pareil pour mon dénominateur. Et donc, j'ai réduit ma fraction. Si maintenant, je me contente de faire un print avec, allez, je vais faire ce qu'on appelle une chaîne formatée. Pour le moment, vous prenez ça un peu pour argent comptant. Par la suite, on reviendra et on verra un petit peu toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Mais je vais avoir une chaîne qui commencera par un crochet. Dedans, je vais injecter le contenu d'une variable, à savoir mon numérateur. Ensuite, je voudrais avoir la barre pour dire diviser. Voilà, j'injecte ensuite mon dénominateur. Je finis par un crochet fermant. Et donc tout ça, c'est une chaîne formatée, une formatted string, et j'injecte les valeurs de mes variables après calcul directement à l'intérieur de cette chaîne-là. Si je fais ça, regardez, on a bien affiché 7 tiers, ma fraction a été réduite de 77 33e, on est passé à 7 tiers. Bon voilà, si c'est nécessaire, n'hésitez pas à utiliser ces opérateurs combinés. Ma foi, ils sont assez pratiques et assez sympathiques. Donc voilà, pour ça, vous avez quelques exemples ici où je montre un petit peu l'utilisation de ces choses-là. Alors, à partir de là, maintenant, je voulais vous montrer quelques autres petites choses à savoir. Alors, contrairement à certains langages, il y a des langages de programmation comme C, C++, Java. Les types entiers, ils occupent un espace mémoire bien précis et limité. Donc ça veut dire qu'en gros, un entier ne peut pas recevoir des valeurs quelconques. Je peux mettre que des valeurs qui sont comprises entre une borne minimale et une borne maximale. Et si j'essaye de dépasser de ces bornes, en général, ça ne se passe pas bien. En Python, ça ne marche pas vraiment comme ça. Regardez, si je fais 10, étoile, étoile, 100. 10 élevé à la puissance 100, ça fait quand même une très très grosse valeur. Ça, dans un langage comme Java ou comme C, on ne serait pas capable de le représenter avec un entier. Ce qu'on constate, c'est que par contre ici, je peux. C'est pire que tout, regardez, je fais ça. Non, excusez-moi. Étoile, étoile, voilà. Alors ça prend un petit peu de temps, mais c'est l'affichage qui a pris du temps. D'accord ? Le calcul, en vérité, il est assez rapide. Si je fais R égale, regardez, c'est quasi instantané. Par contre, si j'affiche R, là, on a généré un nombre, ma foi, un peu colossal. Là, je pense que j'ai fait juste, même pas 10% de mon nombre. Il faudrait que je continue avec la souris pour remonter jusqu'en haut. Donc, c'est une valeur qui est énorme, qui est colossale. Bonne nouvelle pour nous. On peut représenter ça avec Python. C'est vrai que les entiers Python sont de taille quelconque et on peut imaginer des très 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 gros entiers. Si vous devez faire des calculs avec des valeurs impressionnantes, bonne nouvelle, le langage Python, il va suivre. Au passage, j'en profite. Là, j'ai élevé 2 à la puissance combien ? Si vous essayez de trouver la valeur, là, c'est pas si simple que ça. Alors, c'est pas compliqué non plus, il faut peut-être pas exagérer. Mais il faut s'amuser à compter les zéros.
D'accord? Et donc, si vous avez bien regardé, je vous ai laissé un petit peu de temps, on a bien 2 puissance 1 million. C'était ça que j'avais calculé au niveau de R. Mais le fait que là, j'ai 1 million en partie droite, c'était pas évident de le voir. Et encore là, ça allait. Là, c'était une petite valeur. Si j'avais eu encore des zéros supplémentaires, là, je vous mets au défi de me dire quelle est la valeur que je suis en train de manipuler. Bon, au bout de quelques secondes, vous devriez trouver quand même. Mais c'était pas évident. Par contre, si je fais ça, en une seconde chrono, on a vu que là, on a 10 milliards. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le caractère de groupage. D'accord, ça, c'est ce qu'on appelle le caractère de groupage de digits. C'est-à-dire que je regroupe mes digits, pourquoi pas, par bloc de 3. Au moins, vous avez des valeurs qui sont beaucoup plus lisibles. Et donc, si je reviens sur l'exemple de tout à l'heure, excusez-moi, si je me mets ici et que je mets mes underscores, on voit mieux le 2 puissance 1 million. D'accord. Alors attention, ça c'est dans mon code, c'est la manière dont moi je saisis l'information. Après, à ce niveau-là, il n'y a pas forcément le formatage qui est mis en œuvre. On pourrait l'obtenir, mais il faut utiliser des choses qu'on verra par la suite. D'accord. Donc pour le moment, je me contente simplement de mettre ce caractère de groupage sur mon code pour pouvoir représenter la valeur. Mais ici, tout est un peu en vrac et on a du mal à estimer l'entier qu'on est en train de manipuler à ce niveau-là. Bon, donc voilà, vous avez le caractère de groupage qui vous permet de pouvoir améliorer la lisibilité de certaines grandes valeurs. Moi, ce que j'ai pris pour habitude de faire, dès que je dépasse 1000, en général, je le mets. Comme ça, au moins, c'est plus visuel, c'est plus clair. On voit facilement quelle est la valeur manipulée. Et puis, pour en revenir à mon R, là, qui était immense, allez, ça, c'est des petits points de détail, mais je vais très très vite. J'importe un module qui s'appelle 6, j'en reparlerai plus tard. On verra ça, excusez-moi, un petit peu plus tard. Voilà. Et sur 6, je vais juste utiliser une fonction qui s'appelle getSizeOf, qui calcule la taille occupée en mémoire par ma variable. D'accord ? Mon R, mon résultat, là, c'était une valeur qui était phénoménal. Pour pouvoir représenter la valeur que je vous ai proposée, il me faut ici 133 360 octets en mémoire. C'est pour dire, on a vraiment des possibilités pour représenter des très très grandes valeurs, et en tout cas ça lui fait ni chaud ni froid. Donc il est trop fort ce Python. On va pouvoir faire plein de choses avec. Donc voilà, gardez en mémoire qu'on peut travailler sur des nombres entiers qui sont juste complètement hallucinants. Voilà. Notez qu'on peut, quand on a des grosses valeurs, améliorer la lisibilité en utilisant le caractère de groupage. Et puis, pour un peu terminer tout ça, quelques derniers points, mais notamment le fait que vous pouvez travailler avec des valeurs entières. Ça, on le sait, on vient de le faire. Là, je vais faire value égale 10. Fatalement, quelle est la valeur que j'ai dans ma variable ? C'est 10. Mais j'aurais pu faire value égale 0b10. Bon, là, regardez, ma value, il me l'affiche ici. De toute façon, je vous rappelle, on en avait parlé la fois dernière. Là, vous avez le word wrap là, pour éventuellement qu'on ait des retours à la ligne si on a des grosses choses. Ça, c'était un point de détail. Et rappelez-vous qu'ici, on peut voir le contenu de certaines variables. D'accord ? Donc, c'est ce que j'ai activé. Ça m'affiche ici mes variables. Donc, value, je viens de la modifier. Et là, la question, c'est qu'est-ce que je viens de faire ? En vérité, je viens de changer de base numérique. D'accord ? Au lieu d'avoir un entier exprimé en base décimale avec 10 chiffres qui vont de 0 à 9, là j'ai utilisé une base binaire. C'est-à-dire que ici je n'ai droit que et uniquement que à des 0 ou à du 1. D'accord ? Et donc la valeur, là techniquement parlant, c'est 2. C'est un peu compliqué, mais on est en base binaire. Faut-il un petit peu s'y connaître ? Finalement, si on s'y connaît, c'est pas si compliqué que ça, c'est même plutôt très simple, mais disons que voilà, faut-il avoir été un petit peu sensibilisé à ces bases numériques ? Quand c'est qu'on a besoin de faire du binaire ? Souvent, c'est quand on fait de l'électronique. Si vous êtes en train de piloter une carte électronique avec du code Python, je pense par exemple à une carte Raspberry, regardez, je ne sais pas si ça vous parle, mais si je fais Raspberry Pi, voilà, ça c'est une carte, alors, il faut bien orthographier la chose, mais c'est une carte qu'on peut programmer, d'accord, en Python. Donc s'il y a des électroniciens parmi vous qui se prédestinent à ce genre de choses-là, là pour le coup, l'utilisation de la base binaire, ça devient très important. Pourquoi ? Parce que si vous regardez bien cette carte, voilà, on voit qu'ici il y a des plots.
On le verra peut-être mieux sur cette image-là, mais on a des plots auxquels on peut se connecter. D'accord ? Et en gros, un bit, bah, ça représente un de ces plots-là. Et 0, il n'y a pas de courant. 1, il y a du courant. Donc quand on fait l'électronique, on a souvent besoin de représenter ces tas de bits. D'accord ? Bah, pourquoi pas, on peut utiliser une valeur exprimée en base décimale. Donc là, vous voyez, ma valeur est correcte. Bah ça, d'accord, c'est une valeur binaire qui, pour nous, en vérité, correspondrait à 11 813. Ça, c'est en base décimale. D'accord. Si on est en binaire, on n'a que 2 digits. Si vous essayez de me mettre des 2 ou des 3 ou ce genre de choses-là, bah c'est des caractères non autorisés et vous aurez des erreurs. Bon, au cas où, je dis ça, je ne vais pas fortement détailler ça, mais on a aussi la base octale. C'est 0O. Dans ce cas-là, on n'a que 8 chiffres. On calcule avec 8 chiffres qui vont de 0 à 7. Si je fais 10, bah le 10, c'est le successeur de 7. Parce qu'après 7, bah, il n'y a plus de chiffres. Donc on met une retenue et on passe à la valeur suivante. Donc bah là, c'est la valeur 8 pour nous. D'accord ? Ça, c'est exprimé en octal. Là, on a une valeur exprimée en décimale. Si vous avez besoin de faire de l'octal, c'est possible en Python. Moi, personnellement, j'en ai jamais eu besoin. Donc c'est pour ça, je ne vais pas trop vous embêter. Mais sachez que c'est possible. Si vous voyez passer ça, en tout cas un jour, là, c'est en base octale. Et puis par contre, il y a un autre exemple où là, ce sera beaucoup plus utile. Bah, c'est l'hexadécimal. Dans ce cas-là, le préfixe, c'est pas 0B, c'est pas 0O, c'est 0X. D'accord ? Si je fais ça, bah ça c'est la valeur 16, mais exprimée en base hexadécimale. C'est pareil, l'hexadécimal est très très utile quand on fait l'électronique. Donc si un jour vous travaillez avec des valeurs électroniques, bah vous aurez besoin de ce genre de choses-là. L'hexadécimal est aussi souvent utilisé pour représenter les couleurs. Si parmi vous, il y en a qui se prédestinent à faire du développement web, bah vous allez peut-être, dans certaines situations, chercher à représenter des codes couleurs. Et assez souvent, bah, ils sont représentés en hexadécimal. D'accord ? Par exemple, si je considère cette valeur où je mets 0x FF0080, bah là, j'ai un code hexadécimal qui me donne la couleur dans le rouge. Là, on est à fond. Cette valeur-là, c'est 255. Ici, bah, j'aurai rien dans le vert. Il n'y a pas de vert, c'est 0. Et ça, c'est 128. D'accord, dans le bleu. Donc là, si ça, on imagine que c'est une couleur, d'accord, ben on pourrait dire que là, on a beaucoup de rouge, un peu de bleu, donc ça ferait un espèce de mauve en termes de couleur qui serait affiché à l'écran. Donc c'est vrai que les couleurs, on a quand même de temps en temps l'habitude de les représenter en hexadécimal. Bon ben voilà une possibilité au travers du langage Python pour représenter une telle valeur. Bon, je ne vais pas aller plus loin sur ça, mais donc sachez que vous avez différentes bases numériques. Bien entendu, la plupart du temps, c'est plutôt une base décimale qu'on préfère utiliser. Donc vous retrouverez sur le support quelques points complémentaires par rapport à ça. Donc ici, vous avez des exemples d'utilisation des bases. Et comme je le montre ici, on peut aussi utiliser le caractère de groupage de digits. D'accord ? Vous pouvez aussi représenter ces choses-là. Et donc ici, j'ai les 4 premiers bits là qui sont à 1, 1, 1, et puis j'en ai encore 4 autres qui sont aussi mis à 1. Là, j'ai une couleur exprimée en hexadécimal, et j'ai aussi séparé les différentes composantes rouge, vert et bleu. Pourquoi pas ? Bon, très bien pour ça, je vous laisserai vous entraîner si jamais c'est nécessaire. Et puis après, il faut savoir que vous avez certaines fonctions que vous pouvez utiliser. Regardez, là, je vais montrer juste 2-3 petits exemples. Il y en aurait plein, en vérité, on pourrait parler de tonnes de fonctions qui sont bien utiles avec les entiers, notamment randint qui calcule un entier, on l'a testé tout à l'heure. Mais il y en aurait d'autres. Par exemple, j'ai une variable A qui vaut 10, une variable B qui vaut 13, une variable C qui vaut 7, et une dernière variable D qui vaut 20. Pourquoi pas ? Je peux calculer le minimum de ces variables-là. Regardez, si je fais minimum de A, B, C, je vais y arriver. Je vais respecter la PEP 8 et je vais mettre les blancs correctement là où c'est nécessaire. Mais donc, si je fais ça, effectivement, la valeur minimale, c'était qui ?
Bah, c'était 7. Donc oui, la fonction min peut être utilisée sur un ensemble d'entiers. Quand vous avez vu ça, vous vous doutez, du coup, je peux aussi utiliser, pourquoi pas, un max. Ça ferait à peu près la même chose, hein, mais dans ce cas-là, bah, je calculerai un maximum plutôt qu'un minimum. Et donc le maximum de toutes ces valeurs-là, bah, c'est 20. Donc il existe tout un ensemble de fonctions qu'on a au niveau du langage Python et qui nous permettrait de pouvoir exploiter nos entiers. Bon, ces fonctions-là, on apprendra à les manipuler au fur et à mesure des besoins quand on va progresser dans les différents tutos. Bon, ben dans tous les cas, voilà ce qui clôt ce que je voulais vous montrer sur ces entiers. À partir de là, ce que je vous propose, c'est de vous entraîner un petit peu. Donc si vous revenez sur le site ici, vous avez quelques travaux pratiques à essayer de mettre en œuvre. D'accord, il y a 2 exercices là que je vous propose. Essayez de voir si vous arrivez à les faire. Il y a les corrections qui suivent. Essayez néanmoins de commencer à travailler sans voir les corrections. Et puis après, si vous y arrivez, vous comparez éventuellement votre façon de faire avec la mienne. Il peut des fois y avoir quelques petites variations possibles. Comme ça, au moins, vous aurez un maximum de possibilités qui s'offriront à vous. Bon, dans tous les cas, si tout ça vous a plu, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu et à, pourquoi pas, repartager le tuto. Et puis, on se retrouve très prochainement pour le tuto suivant. Le tuto suivant, je vais parler des valeurs flottantes. Là, on vient de voir tout ce qui est nombre entier. Il va falloir aussi qu'on étoffe un petit peu nos connaissances sur les nombres flottants. On verra ça lors du prochain tuto. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très vite.